Et oui, tout le monde doit apprendre un jour, et surtout de l'épistémologie nulle, bah pourquoi pas. J'ai même pas pris le risque de mettre la version avec la musique au début, comme ça je ne me fais pas sniper par YouTube. Je mettrai un lien, mais vous pouvez la fredonner dans votre tête, c'est formidable, les corgis, c'est génial. Voilà, YouTube ne m'aura pas sur ce coup. Donc pour ceux qui sont en distanciel ou enseignement à distance, comme le préfère l'Académie française, la Sainte Académie française, on avait repris sur justement la définition générale, ou du moins des critères de démarcation popperien. Donc rappelez-vous, c'était un critère qui était motivé par les insuffisances du critère de démarcation dit vérificationniste du cercle de Vienne, et aussi par le problème de l'induction, le fait qu'on ne pouvait pas vérifier des lois ou des généralisations, et donc un bon critère devait dire qu'une théorie, une hypothèse scientifique l'est dans la mesure où on peut produire des tests qui peuvent possiblement la réfuter. On avait fait une petite distinction entre la falsifiabilité comme possibilité de réfutation et la réfutation effective. Donc, on avait dit aussi qu'une théorie doit de facto produire ce qu'on va appeler des énoncés falsificateurs, c'est-à-dire des énoncés qui disent dans quelle situation et comment on peut tester la théorie, et il faut que ces situations, on va insister là-dessus parce que ça sera important pour les critiques justement du critère de démarcation popperien et pour bien saisir ses limites, dans quelle mesure voilà, ces énoncés falsificateurs doivent être compris comme s'intéressant ou du moins portant sur des événements qui sont reproductibles. En effet, Popper déclare que des événements non reproductibles n'ont pas de signification pour la science, et on ne peut pas la dire falsifiée si on découvre un effet, que si on découvre un effet reproductible qui l'a réfuté. On verra que ça c'est très important puisque ça semble exclure certaines sciences qui s'occupent d'objets singuliers, que ce soit des personnes ou d'événements. Alors ça, on le redira juste après, ça peut être des événements de l'histoire humaine, bien évidemment, mais ça peut être beaucoup plus problématique pour ce qui est de la définition de la science versus la non-science, d'événements de l'histoire du monde, du cosmos, en ce qu'ils sont non reproductibles. Donc ces énoncés falsificateurs, par exemple, si on a une théorie qui vraiment postule l'existence d'un Dieu créateur et caché, donc qui vraiment n'interagit jamais avec le monde, ça serait contrairement au théisme ou aux religions révélées, ça serait un déisme pur et simple, mais vraiment un Dieu caché dont on ne peut seulement que par l'imagination approcher le concept. Forcément, là, il n'y a pas d'énoncé falsificateur potentiel, et donc la théorie ne pourra jamais rencontrer un test susceptible de la falsifier, et elle est irréfutable. De même, si on a des entités ou des forces invisibles, alors des entités ou des forces invisibles, il y en a eu de nombreuses postulées par des théories diverses. La gravitation newtonienne au XVIIe siècle était critiquée, rejetée, moquée par beaucoup parce que justement, elle postulait une force quasi mystique d'attraction dont on ne savait pas grand-chose du mécanisme. Et ceux qui soutenaient Descartes et sa théorie des tourbillons, qui était d'apparence plus classique dans son mécanisme, disaient, bah oui, mais chez Newton, qu'est-ce qui explique justement cette attraction en particules, cette action à distance? Pourtant, il y a quand même des tests possibles de cette attraction de ces particules, mais qui n'étaient pas, ou du moins les modalités de cette attraction à distance, qui n'existaient pas à l'époque, mais qui existent maintenant. Donc il faut toujours aussi se méfier, on l'avait dit au cours précédent, d'une falsifiabilité, disons, potentielle de droit, et une falsifiabilité qui n'est pas encore possible pour des raisons techniques, et qui le devient un jour. Rappelez-vous, on avait parlé justement des accélérateurs de particules, qui doivent atteindre des tailles démesurées pour tester certaines théories. Donc elles seraient falsifiables en principe, mais elles ne le sont pas effectivement. Alors, j'ai pris un exemple, bon, justement, de théorie qui est infalsifiable. Alors, oui et non, mais qui se présente telle qu'elle, infalsifiable. Vous voyez sur la droite une image du livre des esprits d'Hippolyte Rivail, dit Alan Kardec. Donc, j'ai rappelé en cours que ce monsieur
sans doute a une influence culturelle très importante, notamment il est toujours très suivi au Brésil, et bon, bien sûr, par les médiums qui le lisent. Donc il y a deux livres importants, le livre des esprits et le livre des médiums. Si vous voulez voir, ça tombe au Père-Lachaise, qui est très, très visité bah, justement par ceux qui croient en sa théorie des guides, qui croient en cette vision de la réincarnation où on a du progrès, on a comment dire, des réincarnations vers des formes supérieures, voire inférieures en fonction des actes. Donc un système très complexe. Donc je vais vous remettre un petit peu juste la tombe d'Alan Kardec pour que vous la voyez. Donc voilà, hein, au Père-Lachaise, il y a beaucoup de gens qui viennent parfois on va dire, se recueillir, voire communiquer avec Alan Kardec. Bon, dans son livre, le livre des esprits, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, il y a des questions, enfin, il est censé dialoguer avec un guide spirituel, un maître spirituel, et il y a des questions sont posées sur l'état de la science, sur comment tester un petit peu, pour mettre à l'épreuve la vérité justement de cette interaction. Et souvent, on voit qu'il y a une forme d'évitement justement où les esprits refusent de, comment dire, de répondre parfois de manière franche à des questions de science, des questions sur le monde, ou même des questions qui pourraient mettre à l'épreuve leur savoir, hein. Imaginez quelque chose de très simple, du style quelqu'un cache un nombre de manière générale, et ensuite on demande aux esprits de donner le nombre qui a été caché. Enfin, des tests bêtes. Et on voit que dans le livre, en fait, si on regarde, alors je ne vais plus retrouver les citations, mais vous pouvez le lire par vous-même, le PDF est facilement téléchargeable, on voit que les esprits sont dans une stratégie d'évitement de ce genre de test. Donc là, dans ce cas-là, on pourrait dire, si on devait tester la scientificité du point de vue popperien de cette vision du monde, hein, qu'il n'y a pas de production d'énoncés falsificateurs, ou du moins qu'on essaye de les éviter, et donc, la théorie est non scientifique. Alors de même qu'il y a aussi ce qu'on va dire, des hypothèses ad hoc qui protègent la théorie du fait que voilà, le lien médiumnique marche avec certains et pas avec d'autres. Mais il faut, très important, qu'une théorie présente de manière explicite, ça serait le mieux, ou de manière implicite, des situations dans lesquelles on pourrait la tester, donc possiblement la réfuter. Alors, il faut aussi que ces énoncés falsificateurs soient assez précis, en fait, sinon on pourrait avoir toujours dans les pseudosciences des prédictions qui sont tellement vagues qu'elles sont toujours vérifiées. Et Popper nous dit à ce sujet, bon bah voilà, il y a des prédictions des devins, des astrologues, etc. Donc dans la logique de la découverte scientifique, page 275, oui, c'est tellement imprécis forcément que ça peut être vérifié, donc c'est pas falsifiable. Euh, il faut savoir que Popper là-dessus est pas très clair sur les limites de cette précision, parce que dans ce cas-là, oui, il y a des sciences qui sont pas extrêmement précises dans leurs prédictions. Vous pouvez penser à, je sais pas, la prédiction des séismes ou d'une éruption, ou même la météorologie. Donc là, la frontière est pas très claire. Toujours est-il qu'il faut retenir cette importance, voilà, qu'une théorie doit produire de manière soit explicite ou implicite des énoncés falsificateurs. Alors, on conclut justement sur l'importance de la doctrine de Popper, son influence. Donc j'avais dit qu'il y avait eu énormément de personnes qui se revendiquaient de la théorie de Popper, que ce soit des savants, donc Jacques Monod, très célèbre biologiste français qui a écrit la nécessité avant de mourir en 1970. Lui, bon, il cite Popper, mais c'est pas un cas isolé. Vous demandez à des scientifiques, sciences dures ou sciences moyennement dures, ce que vous voulez, hein, des gens vous citeront la falsifiabilité, la réfutation de manière générale. Donc c'est quand même quelqu'un qui a eu une très grande importance. Donc il y a Hayek aussi. Bien sûr, chez les philosophes des sciences, il aura une énorme influence sur Lakatos, dont on va reparler. Feyerabend, qui sera spécialement cité et étudié dans le thème 2 de ce semestre. Et bien, bon, des personnalités, hein, George Soros, hein, son Open Society, vous savez, qui est assez critiqué par certains, justement tient son nom d'un livre de Popper. Il a été assez influencé par lui. Donc on pourrait multiplier la liste des personnes qui ont été influencées par Popper, mais je tenais à rappeler donc un événement qui justement, pour moi, montre bien la, vraiment la puissance qu'a eu les théories de Popper sur des personnes, puisqu'on va se retrouver avec un cas où un juge va prendre une décision de justice dans laquelle il définit
textuellement ce qu'est la science. Donc c'est le procès McLean et versus Arkansas, donc qui s'est tenu entre 1981 et 1982, où il s'agissait de savoir si les écoles locales avaient le droit de faire ce qu'on appelle du balanced treatment, donc vous avez le droit de choisir entre, ou même d'équilibrer entre l'enseignement, alors ça dépend des écoles, mais entre l'enseignement comment dire, d'une création du monde selon les textes sacrés versus une création, disons, des espèces et de l'être humain en particulier par l'évolution. Donc ça fait partie de la longue série de procès qui, comment dire, qui oppose le créationnisme déguisé ou non, hein, je l'écris, bon, on pourrait penser à l'intelligent design qui est parfois juste du créationnisme déguisé et parfois bon qui n'en est pas, c'est un peu bon, c'est pas toujours très clair. Donc ça fait partie d'une très longue série de procès, hein. Il y a le procès Scopis, je sais plus comment on le prononce, Scopis, bon, 1925 qui s'est passé à Dayton. Bon, alors ça c'est pas ça a fait des films, vous pourrez taper le procès du singe, il y a des films plus ou moins bien qui ont été faits. C'est vrai que l'opposition entre les deux avocats est intéressante, mais en soi le procès est totalement factice dans son origine et dans son développement. C'est plus une attraction. Bon, vous avez Edward versus Argillard, Kitzmiller versus Dover, hein, vous pouvez vous intéresser à tout ça, c'est très intéressant. Donc toujours est-il, McLean est un croyant, hein, qui va essayer c'est ça un peu l'étrangeté, ou du moins la chose difficile à comprendre, qui va justement s'opposer à disons, cet enseignement où on peut mélanger justement science et religion. Donc il faut bien se rappeler que comme j'avais dit pour l'affaire Galilée, l'opposition entre enseignement, de la science, vue sur la Bible, c'est pas quelque chose de tranché, c'est pas quelque chose enfin, de l'ordre d'une dichotomie claire, hein. Parfois, vous avez des gens qui comprendront qu'il y a plusieurs niveaux de lecture des textes sacrés, hein, le niveau littéral, spirituel, moral. Donc bon, c'est plus complexe que ça. Donc je vous recommande de vous intéresser à ce procès très passionnant. Et si vous voulez voir le procès du singe, hop, là, oui, là, ici, merci, hop. Donc ça, vous avez les films disponibles sur Internet. Alors, notre cher juge William Overton va rendre sa décision, donc justement pour rejeter le créationnisme et le mettre en dehors de la science, et ce faisant, il définit la science. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, notre sympathique judge? Il nous dit, elle est guidée par les lois de la nature, donc ça, on en reparlera au thème 3 sur l'explication, la causalité des lois de la nature. Elle est explicative justement en se référant à ces mêmes lois, donc ça aussi on verra un modèle de l'explication, le modèle de Hempel dont je suis super fanboy, donc au thème 3. Elle était stable empiriquement, donc là, bon, ça pourrait être quelque chose qui serait validé par le cercle de Vienne, comme par Popper. Ces conclusions sont provisoires, donc là, on se rapproche peut-être plus d'une vision poppérienne de la science, où justement, on ne fait que corroborer et jamais vérifier des théories, hein, qui sont, on l'avait dit, dans un espèce de combat sans fin, un ring, une vision polémique de la science dans lequel voilà, vous n'avez jamais de vainqueur définitif, vous remettez toujours votre titre de théorie scientifique valide du moment, et vous avez toujours le risque d'être remplacé par une autre meilleure. Exemple, hein, le newtonisme remplacé par la relativité spéciale restreinte et générale. Ok, mais surtout, regardez bien, le cinquième point donc de cette traduction personnelle, et j'insiste, le terme est bien là, il nous termine comment dire, sa section 4C en disant elle est falsifiable. Sous-entendu, j'ai lu Popper, les petits amis, ça rigole pas, et donc je vais m'appuyer sur le critère de démarcation poppérien pour définir ce qu'est la science. Alors, excusez-moi, quelques critiques du critère de démarcation. Donc, l'holisme épistémologique, oui, il y a le texte de Duhem qui est à lire, qui était à lire pour aujourd'hui. Je me suis trompé dans ce qui était à lire. Donc, ça sera, si vous voulez le lisez ce week-end, c'est très court, c'est très intéressant. On va en reparler, hein. Je ferai un petit rappel dessus sur le cours. C'est un extrait de son grand livre de 1906. Donc, qu'est-ce que nous dit l'holisme épistémologique? C'est cette idée en fait que bon, on ne peut pas réfuter une hypothèse particulière séparément si l'on se comprend ou si on s'imagine qu'il y a une forme d'holisme des théories, c'est-à-dire qu'elles sont dans une interdépendance telle
que quand vous faites une expérience, vous n'êtes pas sûr de réfuter telle partie de la théorie ou telle autre plus lointaine qui est solidaire de l'énoncé que vous pensez avoir testé. Donc tel quel, c'est pas très clair, mais lisons bien cette citation de Quine, donc qui sera un autre, disons, un autre partisan important de ce holisme épistémologique. Donc il nous dit, nos jugements, hein, nos propositions, nos hypothèses scientifiques sur le monde extérieur, eh bien, ils affrontent le tribunal de l'expérience, hein, à la façon Popper, mais non pas individuellement. Donc on ne peut pas tester comme ça et dire, voilà, je rejette cette hypothèse et tout simplement je conserve le reste, mais comme s'il constituait un seul corps. Il y a cette idée, voilà, de solidarité organique, un petit hommage hashtag à Durkheim, comme un seul corps, donc il y a une interdépendance, hein. Donc c'est cette idée d'holisme, de propriété du tout, qui ne s'explique pas mécaniquement. Alors le holisme, j'avais expliqué en classe, c'est un terme qui a été redonné par un homme qui a une vie très complexe, hein, de militaire, d'homme politique sud-africain, Ian Smoot, qui a écrit un livre en 1926, Holism and Evolution. Bon, on en a parlé un petit peu en classe entière, en présentiel, tatati tatata. On en a parlé en classe entière, je vais peut-être pas revenir là-dessus, mais c'est un monsieur quand même intéressant pour la complexité du personnage et de l'époque et de la situation particulière de l'Afrique du Sud. Ça vaut le coup d'œil. Son livre, bon, il n'est pas, comment dire, il est pas très clair. Alors ça va, c'est vrai que ça va avoir un succès. Le mot holisme enfin le terme qui va relancer va avoir un succès immense, hein, ne serait-ce qu'en sociologie ou même en biologie, hein, cette idée que le tout est plus que la somme des parties. Mais le livre est un petit peu délicat à lire, hein, les hypothèses de l'auteur sur ce que sont des groupes, des worlds, comme il dit, des holos. Bon, c'est pas très clair. Bon, vous pouvez voir pour vous-même, hein, ça se trouve encore facilement en PDF. Alors, bon, d'accord, le holisme épistémologique. Bon, il y a bien des cas, bien sûr, où on peut penser que les hypothèses théoriques ont entre elles une relative solidarité, hein. Et du coup, il est difficile de faire tomber le couperet de la réfutation pour dire, bon, bah, ça on garde, ça on jette. Mais c'est quand même difficile d'envisager une interdépendance si forte qu'on aurait vraiment un seul corps et qu'on ait des, comment dire, des tests bah, vraiment qui mettraient en jeu, par une situation expérimentale, une découverte, toute la connaissance scientifique comme il s'agissait d'un seul organisme. Donc est-ce que la critique de l'holisme épistémologique, elle marche parfaitement? À voir. Alors, oui, c'est donc une critique suspecte, hein. C'est vrai qu'on n'imagine pas que les scientifiques mettent en jeu la totalité du savoir à chaque fois qu'ils vont dans un laboratoire et produisent possiblement une réfutation. Alors, certes, c'est une vision peu représentative de l'activité scientifique, mais la réfutation, est-ce que c'est vraiment le cas, hein, un scientifique nous dira, oui, ma théorie, elle est réfutable, donc elle est scientifique, elle peut être testée, d'accord. Mais en fait, si on se rend compte, si on regarde des publications, alors vous pouvez aller sur le Web of Science ou autre chose, si on fait une analyse bibliométrique, hein, que je n'ai pas faite ici, mais d'autres l'ont fait, hein, j'aurais dû citer du monde, hein, faute, mea culpa. Donc si on fait un peu une analyse des publications, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un biais euh, qui vraiment pousse les gens pour produire des résultats positifs, que ce soit en médecine et dans d'autres sciences, où on va éviter de produire des publications négatives. Alors on est positif, mais bon, on s'assure bien sûr d'avoir été humble, hein, on affirme quelque chose et on finit par les traits traditionnels. D'autres tests doivent être faits, enfin d'autres mesures doivent être faites, on espère confirmer davantage nos modèles, d'accord. Mais les gens préfèrent quand même faire des publications positives que des publications négatives, non seulement parce que bon, certaines, voilà, écrire un papier rien que pour réfuter un autre, d'accord, ça arrive et on va voir pourquoi, mais souvent, bah, ça fait pas trop avancer le schmilblick, c'est mal vu, et donc je soutiens qu'il existe quand même un biais de publication en faveur des résultats positifs. C'est vrai quand même qu'il peut y avoir, bon, bien sûr, des motivations pour publier des réfutations, hein, bah, tout ça en lien avec la compétition dans le monde scientifique, que ce soit institutionnel, entre individus, hein, pensez les petits combats de coq qu'on a eu récemment sur la chloroquine, le remdesivir, bon, d'accord, tout ça c'est très bien. Des écoles de pensée, j'en parlais en début d'année avec le texte
de Bourdieu sur le caractère polémique, l'importance de la compétition dans les champs scientifiques. Donc on peut se dire quand même que la falsification, peut-être qu'elle ne règle pas la dynamique de la science. Bon, vous en reparlerez beaucoup, comment dire, en semestre 2. C'est une importance, à mon avis, capitale pour bien saisir la dynamique de la science, de ces révolutions et de ces crises que vous verrez notamment avec Kuhn. K-U-H-N. Donc, autrement dit, les savants travaillent davantage à confirmer une théorie qu'approfondir et approfondir des travaux que voilà, se dire aujourd'hui je vais choisir telle découverte et je vais essayer de la réfuter, de la tester. Ça arrive. C'est juste pas forcément, disons, le modus operandi, leur façon normale de travailler. Alors, il y a un autre point qui me paraît plus crucial, puisque ça vient de l'excellent Lakatos, donc je me souviens bien qui était mort là, c'est juste une republication de 1978. Enfin, vous avez les références quand vous cliquez sur ce machin là, vous avez les références, les dates. Donc Lakatos, je vous ai mis une vidéo très intéressante de ce monsieur qui était essentiellement philosophe des mathématiques, très influencé par Popper. Donc cette vidéo, ouais, voilà, vous avez le lien dans le pays, je vous ai mis aussi un texte, on reparlera de lui, mais il est important aussi j'espère qu'au semestre 2, on vous expliquera bien sa position justement sur la dynamique de la science. Je préférerais que là juste un petit peu parler de sa critique et sa vision justement de la dynamique de la science, mieux vaut la garder au semestre 2. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Monsieur Lakatos? Il nous dit même la règle atténuée, donc le fameux critère de démarcation poppérien, rendrait la vie impossible au scientifique le plus brillant. Donc on avait dit déjà que la vérification, on avait fait cette critique que c'était presque impossible, vous devez vérifier votre loi tout le temps et à l'infini, et vous pouviez jamais, comme c'était des lois universelles, vous pouviez jamais la confirmer. On avait fait cette critique un peu facile avec Hempel, si vous vous rappelez bien, et on avait un peu parlé de Carnap. Bon, il nous dit, oui, dans les grands programmes de recherche, il y a toujours des anomalies connues. J'avais parlé, tapé Périhélie de Mercure, c'était bien connu que la théorie newtonienne n'expliquait pas tout. Le mouvement d'Uranus aussi marche pas très bien, mais bon, la découverte de Neptune, donc Uranus c'est 1781, Neptune, bon, pour la découverte effective c'est 1846. Bon, ça expliquait mieux, mais le périhélie de Mercure, vous verrez, tapez ça sur Google, c'est un problème qui ne s'est pas résolu en interne de la théorie newtonienne et qui était un petit peu accepté et qui passait sous le tapis jusqu'à ce que la relativité générale 1915 et après vienne, disons, résoudre, alors plus ou moins parfaitement, cette question. Donc il y a toujours des anomalies et c'est vrai que, voilà, comme je disais, avec les biais de posture, on a plutôt tendance à se concentrer sur l'heuristique positive que sur les anomalies, et on les laisse passer. Alors s'il y a trop d'anomalies, c'est sûr que voilà, on va rentrer en période de crise, nous dirait Kuhn, bon, pour le simplifier, et là quand même, de toute façon, on va chercher une théorie alternative. Donc ça, c'est vrai que Lakatos nous dirait, oui, très bien la réfutation, mais il faut, il le dit dans de très nombreux textes, enfin du moins dans son grand texte sur les programmes de recherche. Oui, très bien la falsification, mais il faut qu'une meilleure théorie émerge et prenne le dessus. Donc rappelez-vous cette vision polémique de la science où on a une compétition. Et il remarque, donc ça je vous remets ça en lien avec comment dire, l'anomalie du périhélie de Mercure. Oui, même les plus grands scientifiques utilisent des manœuvres interdites, ces fameux stratagèmes ad hoc, vous savez, le fait de faire une hypothèse, on en avait parlé avec le marxisme, une hypothèse pour protéger la théorie de la réfutation. Et donc là, on a un petit retour voilà, sur le périhélie de Mercure, cas d'école. La Catoche ne s'embête pas à aller chercher des cas complexe dans ses textes. Si de temps en temps, ouais, non, la Katoche, c'est rare qu'il essaie des trucs un peu rares. Il fait du Michelson et Morley. Lisez ces textes, si vous voulez, on en reparlera en classe. C'est quand même assez intéressant les exemples qu'il prend d'habitude. Bon, le périhélie du Mercure, c'est scolaire, ça fait bien. Cool pour lui. Alors, à mon avis, il y a une autre difficulté, on en avait parlé en début d'année, un critère même de définition et à plus faible raison, excusez-moi, j'aurais dû dire l'inverse, mais un critère de démarcation de la science, mais même une définition, court toujours le risque d'être
discriminatoire, soit qu'elle exclut de manière dichotomique la science de la non-science, hein, faisant une coupure, une démarcation parfaite, soit une gradation, vous savez, le fameux combat entre les sciences dures et les sciences molles, ces hiérarchies. Donc je vous avais produit la fausse citation de Rutherford, hein, en sciences, hein, parce qu'on n'est pas sûr qu'il l'ait dit, hein, j'ai même jamais trouvé l'origine certaine, hein, et pourtant plein de gens la recitent. Donc en sciences, on fait soit de la physique, soit de la philatélie. Sous-entendu, il y a différents degrés, hein, le fameux combat science dure, science molle. Mais c'est vrai que le critère de falsification, il serait excessivement discriminatoire. Alors quand on avait lu le texte de Popper, on s'est dit, ah oui, il y a embrouille. Les sciences formelles, les sciences mathématiques, elles peuvent quelque part échapper à la réfutation, si elles dépendent d'axiomes qui peuvent être choisis, si elles laissent une grande part à l'imagination, si justement je m'avance un peu, hein, parce que je ne suis pas philosophe des mathématiques ou mathématicien ou spécialiste de la chose, mais on avait vu que dans son texte, il y avait une séparation entre sciences formelles et mathématiques vis-à-vis de son critère. Donc oui, il serait discriminatoire. Et le problème, c'est qu'il exclurait de l'idéal de scientificité, hein, des théories et des domaines d'investigation qui seraient, bah, d'un autre point de vue, légitimes. Donc reprenons cette citation. On a dit tout à l'heure, les événements non reproductibles n'ont pas de signification pour la science. On ne peut pas considérer une théorie falsifiée que si on trouve un effet reproductible qui la réfute. Eh bien, là, ça exclut les sciences historiques pratiquement au sens large, ou du moins les prédictions en sciences historiques, si on considère que la prédiction est une activité régalienne, normale de la science. On l'avait dit en début de cours sur les définitions générales de la science. Elle est universelle, elle a des prétentions de généralité, d'universalité, d'abstraction, de productivité, c'est-à-dire sa productivité, elle est double, ça peut être des produits techniques, hein, que ce soit des machines, des applications ou des produits techniques de type sociaux, des changements dans la société. Hein, tout ça sont des applications de la science, on pourrait dire, mais aussi des prédictions. Et on se rappelle que chez Popper, il y a un double lien justement entre cette critique d'une science historique qui serait prédictive et le fait que justement elle ne peut pas prétendre à la scientificité parce qu'elle s'occupe de faits qui ne se reproduisent pas, qui ne se renouvellent pas, et donc on peut avoir des prédictions qui sont infalsifiables de fait, et que ça c'était lié à sa critique, hein, j'avais expliqué qu'il avait été très marxiste pendant un temps dans sa prime jeunesse, et qu'il s'en était détourné. C'est lié à sa critique du matérialisme dialectique et l'idée que voilà, il réfute la possibilité d'avoir une prédiction historique, hein, puisqu'on se base justement, on ne peut pas avoir de loi, ou du moins on ne peut pas faire d'hypothèse universelle ou testable de manière répétée, et justement si on est emprisonné dans l'observation d'un seul et unique processus. Alors c'est très problématique parce que, oui, donc pas de prédiction historique, mais imaginez bien qu'il y a un projet de la science qui vise à décrire une histoire plus vaste que l'histoire humaine, qui est celle du cosmos. Hein, pensez à la cosmogonie, pensez à la géologie, à la théorie de l'évolution. Bon, là, on aurait l'impression que son critère, il est devenu hyper exclusif, hyper discriminatoire d'un coup, et ça ne va pas. Il y a aussi un autre point sur lequel j'insisterai plus tard. C'est vrai qu'alors Popper, on s'était un peu moqué de lui. Il est très gentil de nous dire, bah, très bien, critiquer le matérialisme dialectique, bon, soit, rien de nouveau là-dessus. Mais si vous lisez son livre, donc, qui est produit dans les références dans le thème 1, et j'en parle aussi dans le thème 3 sur le déterminisme, bon, Popper, dans son livre de 82, son plaidoyer sur le déterminisme, un autre point fort qui explique la non-prédictibilité de l'histoire, c'est la liberté humaine, cette apparition d'une causalité ouverte et émergente, d'un monde numéro 3, comme il l'appelle, qui échappe au déterminisme. Bon, ça, je me demande vraiment si c'est une théorie falsifiable, hein. Lisez son livre, voilà, il est très court, c'est environ 150 pages, il est gratuit à lire. Bon, c'est bien de contrer la falsifiabilité ad cum lena des marxistes quand soi-même on s'appuie sur une théorie de l'histoire et de la liberté qui a, grosso modo, qui est infalsifiable puissance 1000. Hein, lisez son livre, de toute façon dans le thème 3, je cite un petit peu Popper, histoire de le calmer, parce qu'il fait trop le foufou.
Bon, on pourrait croire que le critère de démarcation, donc, rejette l'histoire dans la non-science, l'histoire au sens large, et surtout, comme beaucoup de critères, il produit, hein, rappelez-vous en médecine, ce qu'on va appeler des faux positifs et des faux négatifs. Un faux positif, c'est vrai qu'il pourrait nous mettre dans la science quelque chose qui n'en est pas, et un faux négatif, il pourrait exclure de la science quelque chose, justement, qui a, par ailleurs, pour la qualité de sa méthodologie, tous les aspects d'une bonne pratique scientifique. Alors poursuivons sur ce point, mais très rapidement, sinon la vidéo va faire 10 000 ans et vous allez crier au malheur, hein. Déjà que la conférence Zoom avait été totalement insupportable, merci pas rien. Donc, il y a même la médecine, on pourrait croire qu'elle pourrait être exclue d'une certaine manière de ce critère, puisque si on pense les individus dans leur singularité, singularité qu'on essaye d'exclure en faisant des tests sur des grandes cohortes du même âge, de la même ethnie, du même genre, du même sexe, enfin ce que vous voulez, on essaye justement d'abstraire les différences individuelles, de les effacer. Bon, c'est vrai que souvent on a quand même eu cette idée avec Aristote, hein, que la médecine est plus un art qu'une science. Vous trouverez chez Canguilhem cette idée qui a plutôt d'un côté la clinique et la médecine, qui est pas totalement une science. Bon, à opposer chez lui à la physiologie, donc ça, je tiens ça de la thèse de Delphine Olivier pour les références sur Canguilhem, que j'ai un peu lu, mais que je maîtrise sans doute pas vraiment autant qu'elle ou autant que d'autres qui lisent beaucoup Canguilhem, hein, c'est pas ma tasse de café. Donc, oui, là, dans ce cas-là, on aurait des, comment dire, des choses, des domaines de savoir qui s'occupent d'événements non reproductifs, donc la guérison d'un tel ou d'un autre. Alors, c'est vrai que ça paraît, vous me direz, non, non, ces guérisons, elles sont testables, mais souvent, vous savez, il y a eu des oppositions, justement, pour des thérapies qui s'occupent de l'esprit, hein, de la psychiatrie, psychanalyse, tout ce que vous voudrez, où les gens ils disaient, non, ça a marché chez moi et pas chez un autre, et donc on pouvait faire intervenir les différences et singularités, l'opposer à cette exigence de reproductibilité, et donc là, c'est vrai que le critère de démarcation semblait avoir peu de prise là-dessus. Alors, un autre problème qui monte, moi aussi, on a dit, voilà, ces problèmes de faux positifs et de faux négatifs, j'insiste sur, disons, cette malencontreuse affaire entre Popper et le darwinisme, hein. Il n'est pas le seul à avoir lu Darwin comme un pied, hein. On pourra citer Marx, dont j'avais parlé en présentiel, qui avait pratiquement très mal compris Darwin, au point de lui préférer l'obscur Pierre Trémaux. Bon, c'est vous dire, hein, renseignez-vous sur Trémaux, vous allez voir. J'en ai un peu parlé en classe, on a beaucoup rigolé. Donc, il est Popper a mal lu Darwin. Il n'est pas le seul, tant mieux pour lui, ça se trouve. Moi aussi, tout le monde l'a mal lu. Non, il y a quand même des très bons commentateurs de Darwin. En France, il y a le très, comment dire, le très regretté Jean Gaillon, mais c'est pas le seul. Donc, Bergson l'a très mal lu aussi, s'il l'a vraiment lu. Nietzsche, il a dû lire 3 pages, peut-être l'esquisse sur un enfant, et le reste, il tient ça d'un de ses amis. Bon, laissons ça, mais revenons au cas de Popper. Donc Popper, il a décrit pendant un temps la sélection naturelle comme quelque chose d'irréfutable, d'infalsifiable, hein, la fameuse tautologie spencerienne. La sélection naturelle, c'est quoi? C'est la survie du plus apte. Et il l'a même qualifié dans son ouvrage de 1974 que vous retrouvez ici, comme un programme métaphysique de recherche. Donc rappelez-vous de la critique de la métaphysique avec le cercle de Vienne, donc quelque chose d'intestable. Et donc quelque chose qui ne répond pas à son critère de démarcation. Mais alors, c'est quand même étrange, puisque 4 ans plus tard, bon, dans un texte sur l'émergence de l'esprit, 1978, que vous retrouverez aussi dans la bibliographie, il va nous dire non, 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 j'ai changé d'avis, c'est tout à fait falsifiable. D'ailleurs, fait comique, il pense le falsifier avec la sélection sexuelle. Bon, c'est un peu une découverte naïve de sa part, parce qu'il comprend mal le rapport entre sélection naturelle et sélection sexuelle dans l'œuvre Darwin. Hein. S'il l'avait lu, il le saisirait mieux. Il verrait surtout que, disons, les domaines d'action des deux parfois se séparent et s'entrecroisent, et que c'était pas du tout un, comment dire, alors ça peut être un problème au cas particulier. Mais bon, tel qu'il le présente, ça prouve qu'il a très très mal compris l'auteur, ou il l'a très mal lu. Mais donc, il nous dit, 4 ans plus tard, non, j'ai changé d'avis. Donc, ça, ce revirement nous laisse penser que son critère de démarcation est mal
affûté, qu'il est mal fait, qu'il ne le maîtrise même pas lui-même, puisque on a quelque chose qui, d'un coup d'un seul, passe de intestable à non, c'est super testable, c'est très bien testable, en 2 coups de cuillère à peau. Donc retenez bien cette idée qu'il y a forcément, hein, presque nécessairement, avec tout critère de démarcation, on en discutera avec l'exposé d'Iman et d'Alexandra, voilà, donc des faux positifs et des faux négatifs. Hein, et puis il peut y avoir une hiérarchisation, une gradation, donc ça sera sans doute dans l'exposé d'Iman et d'Alexandra, cette affaire, j'espère qu'ils vont nous en parler, c'est très intéressant. Ok, une autre problématique qu'on peut avoir, c'est ce pessimisme épistémologique. Alors, qu'est-ce que c'est donc? C'est vrai que Popper nous dit à de nombreuses reprises dans sa logique de la découverte scientifique, ah, j'ai parmi les marques des pages, bon, je vous les redonnerai si vous voulez par ailleurs. Oui, ça c'est dans la conclusion, hein. Bon, laissons ça. Il nous dit qu'il s'attaque à l'idole de la certitude. Bon, très bien, hein, c'est ton combat, résiste, prouve que tu existes, hein, c'est son fils, sa bataille, go Popper. Donc elle fait obstacle au progrès scientifique, hein, c'est même une défense de l'obscurantisme magnifique, hein. Popper, comme nombreux philosophes, est un Don Quichotte qui s'invente, qui combat des moulins, hein, qui s'invente des dragons dans des grottes et des cavernes et qui part les affronter pour le plaisir du plus grand nombre. Bien, grand bien lui fasse. Donc, pour Popper, ok, une théorie, en fait, elle est jamais confirmée, contrairement à ce qu'on avait vu avec le critère du cercle de Vienne, avec la vérification, avec la confirmation. Elle est simplement renforcée, hein, corroborée, c'est renforcé étymologiquement, et donc on ne sait rien de son avenir. Hein, c'est toujours, l'état d'une théorie est toujours révisable contrairement à la vérification, et c'est toujours à titre provisoire qu'elle survit, disons, au test, au tribunal de l'expérience, comme on disait précédemment. Donc, imaginons-nous, hein, on l'avait dit, des théories qui s'affrontent sur un ring dont aucune ne peut prétendre avoir un titre ad vitam aeternam de champion ou détentrice de la vérité. Et c'est vrai qu'il peut y avoir cette conséquence déplaisante, hein, qu'on se résume dans une phrase «Nous ne savons pas, nous ne pouvons que conjecturer». Bien entendu, voilà, on a toujours des incertitudes en science, des incertitudes qui peuvent être vues comme déplaisantes, hein, puisque voilà, on est à quoi bon, cui bono, on n'est jamais sûr que nos théories pour lesquelles des millions de femmes, d'hommes brillants de tous les pays, de toutes les ethnies ont travaillé, finissent par ne pas se faire réfuter d'un coup d'un seul. Donc conjecturer, hein, faut penser, il y a un de ces livres qui s'appelle Conjecture et réfutation. Bon, je ne le lirai sans doute pas, hein, Popper, je vous ai dit. C'est pas toujours très sérieux. Cette incertitude, donc, ça a été un peu étudié par Larry Laudon. Je sais plus si ça se prononce Laudon. Bon, rappelez-vous. Donc, on peut faire une induction pessimiste, hein. Même nos meilleures théories, la théorie newtonienne s'est fait retirer du marché, on va le dire de manière impolie, par la théorie einsteinienne, qui elle-même, justement, peut être en conflit pour ce qui est de la relativité avec la mécanique quantique, qui n'a pas du tout la même appréhension du temps. J'en avais parlé un peu en présentiel. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir une vision pessimiste de la science. Ok, mais bon, il y a bien des connaissances, on va se dire, qui ne sont pas des conjectures, on va peut-être pas changer la forme de la Terre, alors à moins de jouer sur, disons, sur la géométrie, sur des visions de la mécanique quantique, ou sur des visions des dimensions supérieures en physique, bon, d'accord, mais c'est quand même, on n'imagine pas que tout n'est que conjecture. Et puis aussi, quelque part, si c'est plus les théories que les savoirs particuliers qui rentrent dans cette dynamique, c'est vrai qu'on a tendance à redonner un petit peu de grain à moudre à l'holisme épistémologique. Bon, quoi qu'il arrive, tout ce qu'on vient de dire nous oblige à réfléchir au rapport qu'entretiennent les théories avec le réel et le sujet connaissant, c'est-à-dire avec le monde et la manière dont le sujet connaissant produit des théories ou les réfute ou les rejette. Et c'est ce qu'on va faire dans la partie suivante. Alors je vous disais, oui, ça vous intéresse, il y a le livre de Chalmers qui était recommandé, il est pas mal à lire, il faut voir les chapitres 5 et 7 sur Popper. Ok, go, la partie 3 de ce thème 1. Génial, partie 3, vous allez voir, c'est vraiment bravo Parisien pour avoir dessiné les thèmes, c'est très très cool. On va parler essentiellement du réalisme, de l'instrumentalisme et un peu de constructivisme. Donc, on va réfléchir au rapport qu'entretiennent les théories selon leur but, leur rapport déclaré au réel et au sujet connaissant. Il faudra penser qu'il y a des centres de gravité. Parfois, vous avez un centre de gravité qui
qui tend vers le sujet connaissant, un centre de gravité épistémique, parfois un centre de gravité ontologique qui tend sur l'objet, sur ce qu'on dit du monde, de la réalité. Et donc, il faut d'abord parler du réalisme. Le réalisme, c'est une théorie très très large, il y a très différents niveaux de réalisme. J'ai parlé justement de la difficulté de qualifier d'idéaliste ou de réaliste les théories de Platon, donc même ça, mieux vaudrait un cours de philosophie pure pour rentrer dans ce business-là, mais quoi qu'il arrive, si le réalisme à lui postule généralement une existence d'un monde qui est indépendant de notre esprit, on peut penser un réalisme scientifique en envisageant les théories scientifiques comme des descriptions fidèles d'un ordre de la nature, si elles sont vraies, hein, bien sûr. Hein, forcément, si elles sont réfutées ou si elles sont falsifiées, ça ne va pas marcher. On a là l'idée très importante à retenir d'une idée, ce qu'on va appeler la définition correspondantiste de la vérité, où il y a une correspondance entre des énoncés et des faits. Donc là, vous avez l'incroyable citation de Papy Aristote sur le vrai et le faux, hein, forcément le livre Gamma que tout le monde a recité de la métaphysique. Hein, j'avais expliqué que la métaphysique, c'est un titre et une discipline. Alors un titre méta, au-delà, sous-entendu pour certains, au-delà de la physique, mais apparemment c'est plutôt Andronicus de Rhodes qui aurait classé ça parce qu'il est postérieur au livre qui s'appelle La physique, donc après la physique. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. Donc, il nous dit quoi, le vrai et le faux? Dire que quelque chose n'est pas qu'il est, ça c'est faux. Ah oui, c'est faux. Dire qu'il est, que quelque chose est, qui existe vraiment, c'est vrai. Waouh, on est bien avancé, hein. Rappelons-nous nos déboires dans les cours précédents sur la non-contradiction en logique. Bon, on va explorer cette idée de correspondance, cette idée de réalisme des théories, avant justement de passer aux options, aux conceptions instrumentalistes sur le constructivisme. Alors, il y a un très bon ouvrage à lire, hein, c'est la thèse de Marion Worms. Alors c'est peut-être un peu long, la version thèse, elle fait 600, je sais plus, un truc comme 600 pages. Non, c'est vraiment très bien fait. Et à la BU, vous avez cet excellent petit bouquin. Alors là, c'est super, c'est tout petit, c'est super digeste, mais c'est super bien écrit. Vous avez la version courte, mais qui est vraiment très bien à lire, hein, même si, voilà, vraiment pour vraiment tout déchirer en épistémologie, faut lire ça. Là. Ouais. Magnifique, formidable. Ah, on a perdu l'image, c'est affreux. Alors, des postures réalistes, vous en avez quelques-unes, euh, effectivement, chez des philosophes des sciences, bien sûr, mais bon, voilà, j'avais parlé de matérialisme, empire et criticisme, hein, le livre de Lénine, hein. Bon, là, vous retrouverez ici. Bon, c'est vrai que là, on a comment dire, une posture réaliste exemplaire, hein. Il nous dit, voilà, la théorie matérialiste, c'est une théorie du reflet des objets par la pensée, hein. Les choses existent en dehors de nous, donc réalisme 1.0, pas de problème. Et nos perceptions, nos représentations, sous-entendu nos théories, en sont les images, hein, de bonnes théories. Hein. Exemple, pour le coup, le marxisme dont on avait discuté, les rapports conflictuels, du moins chez Marx, hein, mais je ne suis pas un spécialiste de Marx, hein, avec le réalisme et l'instrumentalisme. Hein. J'avais expliqué qu'il n'était pas très clair en citant, si vous voulez, vous pouvez aller le lire ou aller le voir, mais je ne veux pas que la vidéo dure trop. Vous allez voir la thèse 2 sur Feuerhaber, qui a un condensé de pragmatisme, et vous trouverez cependant dans le Capital et dans d'autres livres des déclarations qui sont vraiment d'allure ou d'un réalisme franc. Ok, voyons chez des savants justement des déclarations ou des postures qui nous rappellent le réalisme. Donc là, il y a ce fameux article de Einstein, Podolsky et Rosen de 1935 où ils critiquent ce qu'on va appeler l'intrication surantique. Hein, j'en ai parlé un petit peu la dernière fois, cette idée que voilà, des particules vont partager dans certaines propriétés et si on les sépare, agir sur l'un agit de manière instantanée et contre la relativité restreinte sur l'autre. Donc cette question qui a été très, comment dire, très testé. Hein. Vous pouvez aller voir justement deux, trois choses. Voilà, je vais vous montrer. Oui, donc je disais très rapidement, si ça vous intéresse. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, yopi! Ouais, donc vous pouvez aller voir toutes les choses sur l'intrication quantique. Hein. Bon, alors, est-ce que ça fait de la téléportation quantique, monsieur Google? Bon, ça peut marcher pour faire de l'encodage. Bon, c'est assez intéressant, mais bon, il y a
beaucoup de choses étranges qui sont dites dessus, hein. Bon, je vous laisse vous dépatouiller, allez voir vous-même. Allez voir parce que ça vaut le coup d'œil. Oui, oui, oui. Où qu'il est. Voilà. Voilà, allez voir les conférences de ce monsieur hein, qui a vraiment produit, c'est plus en 82 ou 83, 84, j'ai plus les dates, donc les expériences d'Alain Aspect. C'est vraiment très passionnant hein, ces conférences, c'est très sympa. Excellent physicien français, Cocorico, formidable. Hein, et en plus, il a eu plein de médailles en chocolat, c'est génial. Waouh, bravo à lui. Si vous voulez, vous pouvez aussi lire les papiers de Anton Zellinger, c'est pas mal du tout. Hop, je l'ai mis ici, tac, tac au tac. Hein, lui aussi, il a un peu travaillé dessus. Hein, il est connu pour ses travaux sur la téléportation quantique. Bon, tout ça, c'était pour dire que l'article EPR, bon, c'est une critique de cette possibilité justement de l'intrication quantique. Ça, c'est pour remettre dans le contexte. Mais on va s'intéresser à ce qu'il nous dit du réalisme scientifique. Écoutons bien. Ah, j'ai perdu. Où elle est où ma page? Vite! C'est terrible, j'ai complètement oublié comment ça marchait. Donc, il nous dit, quelle que soit la signification attribuée au terme complet, voilà une exigence de ce que doit être une théorie complète. Entendu, une théorie qui est une représentation fidèle du monde, théorie vraiment, et penser théorie du tout, théorie achevée de la physique. Chaque élément de la réalité physique doit avoir une contrepartie dans la théorie physique. Bah ça, c'est cette idée de correspondance, c'est que vous pensez une particule et elle existe vraiment dans le monde. Ce n'est pas un artefact qui sert au calcul. Donc j'avais parlé de l'histoire particulière de la particule, l'antiparticule de l'électron, le positron, hein, qui avait été un peu imaginé au départ pour résoudre des problèmes par Dirac, et ensuite qui avait été découverte par Carl Anderson. Je vous remets tout. Allez voir les liens. Hein, vous tapez Carl David Anderson. Hein, c'est en 1900. Je sais plus si c'est en 1932. J'ai un doute. Ouais, c'est 1932. Bon, allez voir tout ce beau monde. Donc, revenons au réalisme. Il y a cette idée forte qui ferait qu'il y ait une correspondance, qu'on parle bien d'objets, non pas des artefacts pour simplifier les calculs ou du moins des hypothèses de travail. Il faut qu'on parle d'objets qui existent dans le monde en dehors de nous. Donc là, c'est du réalisme pur et simple. L'élément sur la prédictivité, je vais le laisser, vous le relirez si vous voulez. Hein. Là, on va le mettre de côté. On avait parlé un petit peu en classe. D'autres postures réalistes, bon alors c'est vrai que là, c'est un réalisme méthodologique, mais chez Durkheim, hein, il faudrait réfléchir à cette question de l'autonomie de la science, l'autonomie des sciences sociales, pour penser à fond cette question du réalisme chez Durkheim. Est-ce qu'il est que méthodologique? Je laisse ça à des sociologues compétents, ce que je ne suis pas. Donc là, oui, on a une posture de réalisme méthodologique quand il affirme cette citation célèbre, hein, la première règle et la plus fondamentale, c'est de considérer les faits sociaux comme des choses, sous-entendu, des choses en dehors de nous et presque voilà, indépendantes, qui est un peu étrange parfois, mais indépendantes de notre volonté. Donc là, je simplifie les choses, mais ça me paraissait une citation qui était importante à reprendre. Non seulement parce qu'elle invite à un dialogue sur ce qu'est le réalisme, par exemple, en sciences sociales, contrairement à je ne sais pas, la physique des particules, ce que vous voulez. Chez Darwin, on avait aussi un réalisme, voilà, puissance 1000 pour certains cas et pas pour d'autres. Je vous ai expliqué beaucoup en classe que vous pouviez être réaliste le mardi et instrumentaliste, dont on reparlera, le dimanche. Et Darwin, par exemple, on avait dit, on avait parlé de la définition de la vérité au sens grec, cet aletheia, ce dévoilement, vous savez, où on découvre vraiment quelque chose qui était caché dans la nature et voilà, une vision un peu glorieuse de la science, où on a vraiment une découverte de la nature profonde des choses, donc une aletheia, un dévoilement. Là, Darwin, à peu près, il nous sort quelque chose à un moment, hein, c'est au chapitre 13 de l'origine des espèces, hein, tac tac, hein, si vous voulez retrouver les choses, il nous dit contre certaines classifications où les gens ils postulent juste des explications pour les ressemblances, bah oui, qui nous semblent parfois un peu pratiques ou qui sont parfois liées à une décision bizarre, soit de l'ordre de la nature, soit de Dieu. Il nous dit quelque chose qui est vraiment une déclaration réaliste. Hein. Toute vraie classification, donc on a vraiment une affirmation du vrai,
dans les théories scientifiques, elle doit être quoi? Elle doit être généalogique, c'est-à-dire qu'elle doit refléter cette communauté de descendance, les liens de parenté entre espèces, et que c'était le lien caché, donc là on est bien dans l'aletheia, le dévoilement, que tous les naturalistes ont recherché inconsciemment. Donc c'est vrai que, imaginons un naturaliste, donc un biologiste si vous préférez, qui nous dit, bah oui, le vivant est une grande famille, c'est une métaphore pour comprendre que certains êtres vivants se ressemblent plus les uns les autres, qu'environ, alors il y a, je sais plus, environ 150, 200 espèces de primates qui ont au moins comme point commun d'avoir le pouce opposable, hein, avec deux phalanges au lieu de trois, enfin que ça permet l'appréhension. Bon, on pourrait vous dire, bon, mais non, c'est juste une métaphore, ils se ressemblent, mais c'est juste qu'un regroupement utile de l'esprit. Donc c'est pas cette idée que le vivant est une grande famille, voilà, c'est pas la vérité du monde. Là, on serait dans une posture non réaliste. Mais Darwin nous dit non, non, ça c'est bien le fait de rassembler les espèces en fonction de leur ressemblance, ça c'est bien l'expression, le résultat d'une généalogie, d'une histoire plus ou moins commune de certains groupes. Nous sommes plus proches des chimpanzés, des bonobos que des gorilles, puis des orang-outans, etc., etc. Donc là, il a une posture réaliste, mais attention, donc je disais, on peut être réaliste un jour, mais pas réaliste toujours. Il est réaliste pour ce qui est justement de cette idée que voilà, les liens de parenté, les ressemblances reflètent une histoire dont la généalogie doit témoigner, dont les classifications doivent témoigner de manière franche, mais il n'est pas réaliste, il est même, on va dire, voilà, pour le coup, il va être plutôt instrumentaliste, hein, quand il s'agit de délimiter les entités taxonomiques, excusez-moi, que ce soit l'espèce, les sous-espèces qu'on appellera race ou variété, ça on s'en moque, famille, genre, embranchement, etc. Mais là, j'avais expliqué pourquoi en classe, je vais peut-être pas revenir dessus. Donc c'est vrai qu'on peut être réaliste pour certains partie de la science et pas pour d'autres. Donc là, vous voyez par exemple, dont Madame Cartwright, très intéressante, dont on va reparler au thème 3 pour la critique des lois. Oui, elle est réaliste envers les entités théoriques. D'accord, les quarks, c'est super, ça existe, bien en dehors de notre esprit. D'accord pour l'électron, le positron. Alors ensuite, bon, ça dépend, je sais pas, le boson de Higgs, ce que vous voulez, mais pas pour les lois. Les lois, elle pourra considérer, avoir une posture instrumentaliste, dire, bah là, non, c'est juste, il y a beaucoup d'idéalisation, beaucoup d'abstraction, de simplification. On parlera des, comment dire, bon, je vous spoil pas le thème 3, vous verrez. Bon, ça, vous pouvez le lire, je vous ai mis les références, je pense que, voilà, je veux pas trop, la vidéo va être trop longue. Alors, un argument massu, presque, qui semble invincible en faveur du réalisme, c'est ce qu'on va appeler l'argument du miracle, hein. Comme le dit Hilary Putnam, c'est cette idée que le réalisme, c'est la seule philosophie qui n'a pas à faire comment dire, des succès de la science, qui sont extrêmement nombreux, hein, il faut le dire, un miracle. Alors oui, parce que si nos théories en fait ne touchaient pas à la réalité, ou un peu, même partiellement, quelque chose de la structure du monde, eh bien on peinerait à expliquer les prédictions qui réussissent, alors sauf à admettre de la chance ou un miracle, et surtout les objets techniques qu'on tire de leur application. Et ça, c'est une difficulté à mon avis importante. Et c'est vrai qu'on a cet adage qui a été capturé. Alors Emerson n'est pas typiquement un réaliste, c'est un peu plus complexe que ça, hein. Mais bon, c'est un cas complexe. Mais il y a cette formule très connue d'Emerson, hein, on peut y penser. Il n'y a pas de savoir qui ne soit pas un pouvoir, hein, le fameux there is no knowledge, there is no power. Oui, si vous avez quand même un savoir sur le monde, c'est que vous pouvez agir sur lui. Savoir vrai, action vraie. Alors c'est plus complexe que ça, on reparlera un petit peu du cas Vico en classe qui avait laissé ce qu'on appellera le verum factum, si je peux agir, si je peux faire quelque chose, c'est que c'est vrai. Vico, lui, il est presque instrumentaliste, oui, il est carrément instrumentaliste, et on verra qu'il laisse... Oui, il y a un réalisme possible, un ordre du monde qui existe, mais cet ordre du monde, il est plus... disons, c'est Dieu qui a accès, mais pas l'être humain avec son cerveau limité. Bon, on reviendra sur ces conflits entre réalisme et instrumentalisme, mais même l'argument du miracle n'est pas parfait, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a des prédictions qui ont du succès parce ils sont fondés sur des idéalisations, hein. Ça, j'en ai fait pas mal en classe, je ne peux pas les refaire maintenant.
Et bien sûr, on pourra toujours dissocier le savoir du pouvoir, hein. Homo erectus, on nous met dans les livres vers, je sais pas, moins 400 000, moins 300 000, maîtrise du feu. Bon, maîtrise relative, hein, c'est pas parce qu'on savait faire du feu, il savait faire du feu qu'il en comprenait la nature. De même, la plupart des gens ne savent pas comment marche leur PC, leur télécommande, ou un certain prof d'épistémologie, comment marche bien Zoom, ou alors il sait l'activer, mais j'en comprends pas tous les déterminants. Donc il peut y avoir une dissociation savoir-pouvoir, ce qui fait que l'argument du miracle peut être douteux. N'empêche qu'on se dit que les théories ont quand même atteint quelque chose sur le monde. Bon, on est dans un entre-deux. Alors, comme avec vos camarades du cours en présence, je vais conclure justement ce cours, enfin, eux, ça va durer un peu plus, sur une présentation justement des positions qui s'opposent au réalisme scientifique, hein, décider que les théories scientifiques décrivent bien quelque chose de la structure profonde du monde, avec le cas du bloc antiréaliste, alors parfois antiréaliste c'est un terme un peu trop fort, de l'instrumentalisme et du constructivisme. Donc, c'est vrai que les critiques de l'argument du miracle et d'autres nous amènent à penser ces postures-là. Alors, parfois on pourra parler d'antiréalisme, hein, le fait qu'il n'y ait pas du tout de réalité objective, hein, donc ça vous pourrez voir aussi ce qu'est l'idéalisme, la dépendance de l'esprit justement au jugement. Alors il y a pas mal d'auteurs que j'avais cités en classe, Berkeley, mais qui est pas évident à traiter, hein, et puis moi j'ai pas le niveau pour traiter Berkeley. Du moins, je suis pas assez connaisseur de Berkeley pour le citer. On pourra parler d'Hegel, mais le cas Hegel aussi, là, il faut vraiment bien maîtriser pour l'évoquer. Renseignez-vous si ça vous intéresse. Bon, le non-réalisme, bien sûr, le scepticisme, où on n'a pas de vérité définitive, tout ça, ça pourrait faire un bloc. Alors là, il y a marqué relativiste, hein, il faut que je corrige, j'avais dit que je corrigeais, alors c'est à l'opposé des postures réalistes, hein. Le constructivisme, ça va déplacer le centre de gravité de la connaissance, donc ça, il faut rayer. Oui, c'est parce que j'avais refait la phrase où on parlait aussi de l'externalisme et du relativisme en sciences, et j'avais coupé ma phrase. Bon, je vais la corriger, ça arrive, bug. Le constructivisme, je vous ai dit, on peut placer le centre de gravité de l'activité scientifique du côté de l'objet, dire, voilà, on vise le dévoilement de la structure du monde, hein, le monde comme objet, on vise à le découvrir en plein son fonctionnement, ou on peut être plutôt du côté du sujet connaissant qui va produire du savoir scientifique, une représentation du monde. Et de ce point de vue-là, l'instrumentalisme, lui, il fait de l'activité scientifique vraiment la production d'un instrument, d'un outil, la construction de modèles capables de représenter les phénomènes naturels, voire de les prédire dans une certaine mesure, mais ces constructions ou ces outils que sont les théories scientifiques, ces instruments pour dominer le monde, plus ou moins, enfin le dominer au sens du pouvoir le manipuler, eh bien ils ne prétendent pas atteindre une réalité ultime du monde, hein. Ce ne sont que des outils, tout simplement, dont la validité, si on peut dire, se mesure à l'aune, excusez-moi, de leur efficacité, hein, de leur ergonomie, c'est-à-dire de leur facilité d'emploi, d'utilisation. Donc il y a un lien à faire entre instrumentalisme et pragmatisme, où la valeur des propositions se mesure à leur efficacité, hein. Vous pouvez consulter tous ces auteurs, mais pensez justement à cette thèse 2 absolument dangereuse que Marx a fait sur Feuerhaber, hein, allez la lire, on l'a expliqué un peu en classe, je vous laisse voir ça. Donc le constructivisme inclut l'instrumentalisme, ça c'est sûr, puisque les deux voient dans la science une production plus qu'une révélation de la nature vraie des choses, mais c'est une thèse plus large, hein, c'est pas que de la philosophie des sciences, le constructivisme, ça j'en avais parlé en classe. Alors, quelques positions instrumentalistes. Il y a le texte de Duhem à lire qui vous en donnera beaucoup plus, dans lequel il nous dit typiquement que pour un même jeu de phénomènes, de données, il exagère peut-être, hein, on verra quand on fera la critique de ce texte, il y a une infinité de théories possibles, hein, bon, d'accord. Il nous dit que voilà, la nature, elle est jamais, c'est jamais une correspondance qu'on a avec elle dans nos théories, c'est toujours une interprétation. Il nous dit une traduction, ce qui nous rappelle l'adage italien, traduire, c'est trahir, hein, vous savez, ouais. On a une élève italienne qui nous l'a bien fait, enfin pratiquement bien fait. Bon, traduttore, traditore, je sais pas, ma langue est à fourcher. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit du M, hein, qui est instrumentaliste, hein, là aussi en admettant qu'il existe bien une réalité profonde des choses, mais bon, chez Duhem, bon,
c'est accessible à Dieu et pas à l'homme, hein. Quoique, c'est assez complexe parce que Duhem a aussi écrit la physique de croyance. Chez Duhem, c'est vrai que la foi nous renforce dans l'idée d'un ordre du monde, hein, que le scientifique recherche, mais de là à ce qu'il soit totalement accessible, bon, ça c'est peut-être plus un privilège du créateur chez Duhem. Il faut creuser, hein, Duhem n'est pas toujours très clair dans la physique de croyant et je suis moi-même pas un grand spécialiste de Duhem. Même, voilà, je connaissais quelques livres de base et que je vous recommande de lire, surtout Sauver les phénomènes parce qu'il est très très court et très très bien écrit et intéressant, provocateur, intéressant. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Duhem? Une théorie physique n'est pas une explication, sous-entendu une révélation, hein, voilà, on défait les plis de la nature, on en reparlera au thème 3. C'est plutôt un ensemble de propositions mathématiques. Et là, attention, très important ce qu'il dit, qui ont pour but de représenter aussi simplement et complètement que possible un ensemble de lois ou de phénomènes, on pourrait plutôt dire, expérimentaux. On va insister sur ce terme aussi simplement. Parce que chez Duhem, oui, il y a plus une idée de... Ah, on va en reparler avec son livre Sauver les phénomènes. On n'explique pas la réalité, mais on essaye de relier et de représenter les phénomènes dans une théorie. Donc, comme le dit Madame Barberousse et ses acolytes, hein, oui, il ne s'agit pas de trouver une explication profonde de la réalité. Donc, on s'éloigne d'une conception métaphysique, sous-entendu métaphysique, là, alors le terme est un peu délicat d'emploi ici, mais une conception où, voilà, on aurait vraiment atteint une vérité ultime sur le fonctionnement du monde, hein, c'est-à-dire vraiment quelque chose de fort. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. On aurait atteint l'essence cachée qu'il y a derrière les phénomènes, hein, la chose en soi dont on avait un petit peu parlé, et on avait fait la critique justement du cercle de Vienne pour ce qui est de la métaphysique et des causes de ce genre de posture. Et c'est vrai que cet instrumentaliste, donc je vais laisser une question parce que ça j'en avais un petit peu mis de côté en classe, une position instrumentaliste qui est intéressante, qui essaye, enfin qu'on peut rapprocher, pardon, on peut rapprocher de l'instrumentalisme les positions de Van Frassen. Je vais me concentrer, parce que j'avais terminé le cours là-dessus en classe, sur une citation, enfin on en refera les deux autres ensuite qui suivent, une citation qui condense une forme d'instrumentalisme, mais une forme d'instrumentalisme particulière, vous allez voir, et qui a marqué l'histoire de la physique. Donc en 1543, donc le fameux chanoine Nicolas Copernic publie son grand ouvrage, enfin il publie de manière possible parce qu'il meurt cette année-là, donc des révolutions des orbes célestes, et il a plusieurs raisons, alors certains motifs qui sont plutôt d'aspect scientifique, d'autres un peu délicats qui vont l'amener à soutenir le géocentrisme, hein, qui n'est, comme je l'ai rappelé en classe, pour l'époque, qui n'est pas une nouveauté. Vous avez Aristarque de Samos, par exemple, qui a eu, comment dire, qui a eu des hypothèses géocentristes. Bon, ensuite, j'avais évoqué comment dire, les nombreux problèmes qu'il y avait à l'époque avec le système de Claude Ptolémée. Bon, pour remettre les choses très, très rapidement, le système de Claude Ptolémée, je vais vous le montrer. Il essaye de, comment dire, de rendre compte, d'où l'idée de Duhem de sauver les phénomènes de choses qu'on observe, qu'on ne peut pas, comment dire, rejeter en disant, bah, voilà, le monde n'est pas fait ainsi, hein. Le fait qu'on observe de tout temps le soleil avancer dans le ciel et qu'on... Oui, c'est une apparence qu'on a du mal à rejeter de facto, le mouvement du soleil autour de la Terre, mais aussi d'autres phénomènes qu'il faut sauver disons, de l'observation. Et un sur lequel j'avais insisté, qui était tout particulier, c'est le mouvement rétrograde des planètes. Donc on va essayer de montrer ça. Donc j'avais montré ça en classe. C'est vrai que, bon, imaginez, vous êtes depuis la Terre. La Terre, bon, la vitesse de la Terre, bon, revoyez les lois de Kepler, mais c'est pas que les lois de Kepler qui expliquent ça, mais bon, on reparlera des lois de Kepler plutôt au thème 3. La Terre étant plus proche comment dire, du Soleil que Mars, on est environ à 150 millions de kilomètres, alors bon, je ne tiens pas compte des différences dans l'excentricité du Soleil. Vénus est environ à 200 et quelques millions de kilomètres. Bon, laissons ça. La Terre tourne plus vite. Je vous montre plutôt un modèle direct. Où est-ce que je vais trouver ça? Bon,
Alors là, il faut que je fasse vite parce que la vidéo dure déjà 2000 ans. Donc la Terre tourne plus vite autour du Soleil que Vénus. D'accord. Plus vite que Mars, excusez-moi. Plus vite que Mars, plus vite que Jupiter, plus vite qu'Uranus, plus vite que Neptune. Il va arriver un moment où la Terre va, imaginez, Vénus est là, va dépasser Vénus dans le ciel. Et donc pour un observateur de la Terre, on va avoir l'impression que Vénus qui avançait va tout d'un coup rétrograder, partir en arrière. Et donc Ptolémée, donc astronome du IIe siècle après Jésus-Christ, va essayer de rendre compte de ça en imaginant, tout en conservant la Terre au centre du monde, comme nous l'indiquent presque nos sens avec le mouvement des astres qui tournent autour. Il va rajouter sur le cycle principal des cycles dessus, des épicycles, pour expliquer voilà, cette idée que pourquoi les planètes, de temps en temps, on les voit avancer et ensuite reculer. Hein, je vous explique, la Terre avance comme ça, et puis au moment où elle va rattraper Vénus, et aller plus vite qu'elle et passer devant, on va avoir l'impression que Vénus va en arrière. Tapez justement modélisation du système solaire, bon là je le fais pas, mais vous le ferez vous-même. Et donc pour expliquer ça, il va dire que voilà, le grand cercle sur lequel elle roule, la planète, elle roule aussi sur d'autres cercles, ce qui fait qu'à un moment, elle part en arrière comme ça, elle fait un mouvement de rétrogradation, et ensuite elle repart de l'avant. Ok, pourquoi pas. Mais il y avait donc beaucoup de problèmes avec le système de Ptolémée, mais il y avait aussi des problèmes, il faut le comprendre, hein, lisez Sauver les phénomènes de Duhem, il y avait des problèmes avec le système héliocentrique pur. Alors j'ai aussi parlé du système de Tycho Brahe, je vais le laisser de côté là pour la version cours à distance. Vous irez voir le système de Tycho Brahe, mais en tout cas il y avait quand même des problèmes avec le système héliocentrique parce qu'il fallait aller un petit peu contre ce que nous indiquent nos sens. Ça c'est une première difficulté, mais on peut, comment dire, on peut en considérer d'autres. Par exemple, j'avais parlé justement des ceux qui soutenaient, et bon, ça jouera un certain rôle, mais pas le rôle primordial qu'on lui attribue, ce qu'on va appeler les interprétations littérales de la Bible, et justement d'un fameux passage dont j'ai parlé en classe, cette idée que oui, dans la Bible, on vous dit techniquement, à un moment, le soleil avance, donc il est bien en mouvement autour de la Terre, et on lui demande de s'arrêter. Donc c'est ce fameux passage. Voilà, donc Josué 10-12, hein, alors Josué parla à l'Éternel, blabla, super, papap. Et donc, et il demande, soleil arrête-toi, lune arrête-toi, et le soleil s'arrêta. Donc là, bon, il y a certes un miracle hein, qui est raconté, mais pour beaucoup, ça veut dire, oui, mais dans le texte, enfin, c'était un des extraits brandis pour dire, et dans le texte, on a bien un mouvement du soleil et de la lune. Bon, la lune, c'est clair, ça pose pas de problème. Et imaginez que la Terre, ça soit le contraire. Bon, il y aurait un tromperie de la Bible, même si c'est pas un livre directement, enfin les livres de la Bible qui sont écrits directement par Dieu, mais l'inspiration, du moins, il y aurait une forme de mensonge. Alors, j'avais dit en classe que c'est assez complexe, hein, il y a de tout temps, pensez à Origène, qui avait bien remarqué que bon, il y a des différences entre Genèse 1, Genèse 2, on parle d'un jour et d'un matin avant que le soleil ne soit créé. Bon, il y a tout le temps des gens qui ont compris qu'on peut dire qu'il y a des niveaux de lecture divers, littéral, métaphoriques, ce que vous voulez. Toujours est-il que ce fameux passage, il était cité justement pour dire, mais non, regardez, nos sens nous montrent un soleil qui tournoie dans le ciel, qui avance, et nos textes sacrés nous laissent penser qu'il y a bien un mouvement du soleil. Bon, et revenons à Copernic. Osiander, alors pour des raisons qui sont un peu compliquées, est-ce qu'il était un peu, comment dire, il suivait l'hypothèse de Copernic? Est-ce qu'il a voulu protéger Copernic enfin son livre, excusez-moi, euh, de la critique, ou du moins d'être directement interdit ou détruit? Il va présenter l'hypothèse de Copernic avec des formules qui sont d'apparence instrumentaliste. Hein. D'ailleurs, Stéphane Chauvier nous dira, c'est pas un antiréalisme, c'est plutôt peut-être une stratégie, ce qu'on pourrait appeler un instrumentalisme rhétorique. Mais écoutons bien. Donc c'est le propre de l'astronome de colliger. Colliger, ça veut dire rassembler par une observation diligente et habile, magnifique, l'histoire des mouvements célestes. Pas de problème. Puis d'en rechercher les causes. Ah, ça pourrait plutôt être du réalisme. Ça craint.
Mais là, regardez bien, ou bien, puisque d'aucune manière il ne peut en assigner de vrai, donc on ne peut pas atteindre la réalité du monde, qui appartient sans doute plutôt à Dieu, son créateur, qui en connaît justement les tréfonds, d'imaginer, d'inventer des hypothèses quelconques. Donc là, on est du côté du sujet connaissant qui construit un pensée constructivisme ou instrumentaliste, qui construit son savoir, à l'aide desquels les mouvements pourraient être exactement calculés. hein. Donc on est là dans une déclaration d'aspect, d'allure instrumentaliste. Donc ces deux tâches, l'auteur les a remplies de façon excellente, du coup pas de problème, ce ne sont que des hypothèses, ne vous énervez pas s'il vous plaît, car en effet, il n'est pas nécessaire que ces hypothèses soient vraies ou même vraisemblables. Une seule chose suffit, qu'elles offrent des calculs conformes aux observations. On a l'idée, un petit peu comme dira Duhem dans son livre de 1908, oui, il faut sauver les phénomènes, les relier, mais attention, tabou, on ne parle pas de la réalité profonde du monde. Alors, je m'étais arrêté là avec vos camarades. Et donc, je vais conclure là-dessus en citant quelques positions instrumentalistes exemplaires. Alors, c'est vrai que certains théoriciens de la mécanique quantique ont parfois versé dans l'instrumentalisme. Un peu compliqué tout ça. Exemple, à Bohr, quand on lui demandait... alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de superposition? Bohr utilisait souvent des références justement à une contradiction qui était dans la nature, à ces idées de contradiction qu'on trouve dans la matière, comme dans le taoïsme. Lire par exemple le Tao Te Ching, le livre de la voie et la vertu, mais pas que. Quand il nous disait, bon voilà, c'est quoi ces théories où on a des contradictions dans la matière avec le principe de superposition, où on a une dualité onde-corpuscule, il lui arrivait de dire des choses qui sont franchement l'expression d'un instrumentalisme. Alors est-ce que c'était une stratégie? Là encore, c'est difficile, faudra bien lire de manière critique tout ce qu'a pu écrire Bohr. Il disait parfois, donc ça c'est Abraham Pais qui nous dit ça, qui nous rapporte ça, il n'y a pas de monde quantique, il n'y a qu'une description physique quantique abstraite. Et il est faux de penser que la tâche de la physique est de savoir comment est la nature. Donc voilà, pas de réalisme, on ne va pas décrire la nature dans ses moindres replis. On va juste se contenter de parler d'elle, de ce qu'on peut dire d'elle. Donc voilà, on est là dans une forme de non-réalisme et sans doute d'instrumentalisme. Et de même, j'ai retrouvé, donc vous irez voir en biblio, cette formule, à mon avis, qui ne laisse peu de place au doute. L'ensemble du formalisme, donc les équations de la mécanique quantique, doit être considéré comme un outil permettant de dériver des prédictions. Alors là, alerte rouge, on a vraiment le terme magique, un outil, un instrument, oh là là, c'est de l'instrumentalisme pur sucre, on dirait bien. De même, Schrödinger, dont j'avais parlé du paradoxe qu'il avait, alors ce paradoxe, il l'écrit justement pour le combattre, il l'écrit de manière presque comique, il faut lire son article. Il va nous dire dans un autre article qu'il n'y a pas de fonction psi dans la vraie vie. La fonction psi qui autorise des superpositions d'états, ça on n'observe pas ça au quotidien, des fameuses superpositions. Donc, quelque part, est-ce que... Que penser de tout cela? Écoutez, moi je ne suis pas spécialiste de la physique quantique et de sa philosophie. C'est assez compliqué, il y a vraiment des options réalistes et des options instrumentalistes. Vous pouvez continuer le combat, ouais, formidable. Et alors un livre qui est facile à lire et qui est tout petit, et puis en plus c'est un de ceux qui ont beaucoup travaillé, justement, fameux principe d'incertitude ou d'indétermination. Vous pouvez lire quand même à profit, pas forcément cette année, mais dans l'avenir, le petit Physique et philosophie de Werner Heisenberg. C'est très sympa, mais il y a plein d'autres livres à lire, mais alors ça c'est une introduction cool. Alors, on termine sur cette idée, voilà, c'était la dernière diapo qu'on a discuté en classe, si je me souviens bien. Oui, on s'était arrêté là, donc on va s'arrêter là aussi. La vidéo aura été absolument trop longue. Qui a un lien fort, on l'avait dit avec le mot simplement chez Duhem, qui a un lien fort entre l'instrumentalisme et cette complexité du monde qu'on doit surmonter à moindre frais, donc le besoin de simplification qui fait partie inhérente de l'activité scientifique. J'avais dit que bon, on peut être instrumentaliste pour des raisons, voilà, on réserve la vérité du monde à Dieu, ça sera le cas peut-être de Vico ou de Duhem ou de nombreux croyants, ça c'est tout à fait une option jouable et louable,
mais on peut être instrumentaliste pour des raisons totalement, je ne sais pas, on va dire, sans référence directe à Dieu, en invoquant tout simplement que notre esprit il est trop limité intellectuellement pour comprendre la vérité de ce monde qu'elle nous échappe, et que voilà, cette complexité infinie du monde, il faut la simplifier. Alors c'est le cas d'Ernst Marr, on avait beaucoup parlé d'Ernst Marr et je terminerai avec lui en disant voilà, c'est le fameux monsieur dont on écorche le nom à chaque fois qu'on dit Mach 1, Mach 2, Mach 3, hein, c'est le monsieur qui a travaillé sur comment dire, les vitesses supersoniques, le bang supersonique qu'on avait entendu à Paris, par exemple, qui était très influent en termes de philosophie des sciences. Rappelez-vous que le Cercle de Vienne était une société nommée, ou du moins qui avait été très influencée par Ernst Mach. Qu'est-ce qu'il nous dit Ernst Mach? Toute l'activité théorique doit se comprendre qu'une économie de la pensée, oh là là, une économie de la pensée, c'est-à-dire il faut se simplifier l'affaire, c'est trop compliqué le monde, il faut s'économiser. Donc pour l'ouvrier comme pour le chercheur, la plus courte et la plus simple connaissance d'une classe de phénomènes, c'est celle qu'on peut atteindre avec le minimum d'efforts intellectuels. Sous-entendu, la science, elle a un but économique et il s'agit en fait de proposer ce qu'il y a de constant dans les phénomènes, leur mode d'assemblage, mais ça, c'est pour se simplifier le monde. Il nous le dira plus tard, cette loi qu'on voit comme la loi parfaite, la loi par excellence, la loi de conservation, hein, la loi numéro 1 de la thermodynamique auquel on peut tenir bec et ongle, parce que si elle venait à changer ou à disparaître, c'est vrai que le monde, soit on ne le serait pas, soit le monde serait totalement différent, donc là c'est compliqué, mais bon, j'en avais déjà parlé en classe. Donc toutes les idées de conservation, l'idée de substance, donc quelque chose qui, en dehors des phénomènes, reste inchangé, ce ne sont pas des descriptions d'un ordre du monde, ce sont plutôt voilà, des simplifications rassurantes pour économiser notre pensée vis-à-vis d'un monde changeant et complexe. Ils ont leur fondement, nous dit Ernst Mach, dans ce besoin d'économie de la pensée, de simplification du réel. Alors ce cher Duhem aussi a montré de la sympathie, voilà, ça fait un duo d'instrumentalistes pour cette approche, donc avec cette fameuse phrase de sa théorie physique de 1906, la réduction des lois physiques et théoriques contribue ainsi à cette économie intellectuelle en laquelle Ernst Mach donc, voit le but et surtout le principe directeur donc, qui guide l'action de la science. Alors j'avais dit aussi, on terminera là-dessus, que Rosenberg, c'est vrai que lui, il a une vue, par exemple, instrumentaliste pour la théorie de l'évolution et même des théories complexes comme la psychologie et les sciences sociales. Sous-entendu, voilà, les trucs où ça change pas trop, où on peut faire de l'abstraction de tous les types de particules, là on peut être réaliste pour ça. Et quand ça devient trop compliqué, hein, nos pauvres cerveaux sont dépassés, trop changeants, trop de variété, trop de singularité, donc évolution, sciences sociales, sciences humaines, là il faut se montrer instrumentaliste. Le rasoir d'Occam, j'en parlerai la semaine prochaine, en vous souhaitant à tous une bonne journée, et la vidéo est beaucoup trop longue. Et n'oubliez pas d'écouter les Corgis. Alors oui, ils ont fait 3-4 chansons, hein, une chanson à succès et 3-4 trucs. Mais oui, Everybody's Gotta Learn Sometime, c'est formidable.